voudrais juste, sans doute avant de se quitter, avoir introduit une question qui me semble, à laquelle je tiens, et qui me semble bien située par rapport à votre sujet de la journée à laquelle on est, qui est de parler un petit peu de problèmes qui sont liés aux libertés. Pourquoi bien situer la journée? Parce que, parallèlement à ce qui se passe ici, il y a le G8 qui a lieu à l'heure actuelle, qui a été précédé par le IG8 Forum, et donc qui est la première fois que les chefs d'État de la stature de ceux qui sont réunis dans le G8 parlent de questions qui sont liées à Internet. Et vous aviez votre journée aujourd'hui en même temps que vous aviez appelé de ce beau titre, Entre désir et déchets, et je me disais, tiens, ce serait bien d'être dans le 3D, Deauville, désir, déchets. Il y a une sorte de bon lien entre ces différentes questions. Et moi, ce qui m'intéresserait, si j'étais amené à développer plus un point, c'est vraiment de voir qu'est-ce qu'il en est d'une question de liberté. Parce que vous êtes situé dans l'électronique ambiante, vous êtes situé certainement dans une perspective dominée par les nanos, par l'échelle 10^-9, l'échelle de l'atome. Vous êtes situé dans une perspective dans laquelle, entre l'électronique et la biologie, la bionique, il y a certainement beaucoup plus de possibilités. Vous êtes situé dans une perspective dans laquelle on peut mettre en réseau tout un ensemble de choses, et les perspectives du futur d'Internet et de la version 6 d'Internet, IPv6, avec ces 340 milliards de milliards d'adresses, est tout de même quelque chose qui est tout de même un petit peu interpellant, puisque en gros l'échelle nano c'est l'échelle de l'atome, et qu'on a pratiquement autant d'adresses disponibles que d'atomes dans les choses sur Terre. Donc il y a une perspective qui est tout de même quelque chose d'assez frappant. Et tout ceci lié, parce que quand on parle de NBIC comme révolution, c'est pas uniquement nano, c'est pas uniquement bio, c'est pas uniquement informatique, mais c'est Cognos, changement des modèles cognitifs, avec cette vision que, puisque Doronet est là ce matin, que l'on n'est pas uniquement face à des technologies avec lesquelles, qui sont des écrans par rapport à un monde dans lequel on simule des choses, mais que d'une manière ou d'une autre, l'électronique ambiante crée la perspective dans laquelle non seulement l'électronique est dans notre corps éventuellement, parce qu'on essaie de contester par toute telle personne, mais où on est dans l'électronique. Je suis sûr que Doronet vous a dit que demain, cette salle serait un ordinateur, puisqu'il y aurait des poussières électroniques partout, et qu'on pourrait communiquer avec des interfaces qui sont plutôt des interfaces saisies de mouvement ou autres, et que finalement on est une partie d'ordinateurs et non pas face à des ordinateurs. Bon, toutes ces différentes perspectives, elles soulèvent des questions de liberté. Mais ces questions de liberté, le problème c'est de savoir comment elles se posent, et comment elles se posent dans le débat politique aujourd'hui. Moi j'étais un des artisans de la loi informatique et liberté en France. Je crois vraiment que c'est des questions qui gardent une actualité extrêmement importante, mais on est face à un débat important qui ne se structure pas autour des questions d'informatique et de liberté, qui est plutôt le débat, je dirais, si on parlait du G8, qui oppose un projet qui est celui on exprime quelquefois sous le terme de l'Internet civilisé, c'est-à-dire un Internet dans lequel on a constitué peu à peu quelque chose d'assaini, dans lequel on a évacué un certain nombre de dangers, et dans lequel on a clarifié un mode de fonctionnement qui est, je dirais, le mode marchand de fonctionnement du monde. C'est ça le projet de l'Internet civilisé, c'est le projet d'avoir clarifié les droits de propriété, d'avoir clarifié les modes de fonctionnement de telle sorte que tout ce qui est autour d'Internet puisse avoir un juge de paix qui est le fonctionnement normal de l'économie marchande. Et je trouve que cette expression, il y a toujours quelque chose d'intéressant, c'est vous qui aviez parlé de fiscalisme un petit peu, mais dans les expressions, c'est que parler d'Internet civilisé, c'est un petit côté colonial tout de même. Ça veut dire, on a un projet que de l'extérieur, on va civiliser le monde de l'Internet. Donc c'est quelque part se situer en opposition avec un autre monde qui serait le monde des digital natifs, c'est des gens qui sont nés dans ce monde-là et qui ne raisonnent pas du tout à partir de la vision qu'il s'agirait d'aller de l'extérieur civiliser le monde de l'Internet,
mais pour qui, au contraire, le monde de l'Internet fait partie d'un bien commun, quelque chose auquel on se développe, et qui peut constituer une promesse de quelque chose de différent. Alors, quelle promesse? Je pense justement que le fond du truc, c'est la promesse que l'on peut mettre la technologie au service de projets humains et de projets de société sans transiter nécessairement par l'économie marchande. Je pense que c'est ça que l'on trouve assez fortement présent dans un certain nombre d'utopies, dans l'utopie ou de réalité, de projet, dans ce qui s'est développé autour du logiciel libre, de ce qui s'est développé autour des wikis, de ce qui s'est développé autour de la mise en résonance et en cohérence d'un certain nombre de données, d'accès et de partage d'outils. Et c'est l'idée que finalement, on peut mettre la puissance de la technologie au service de projets sociaux sans avoir l'espèce de médiation auquel on s'était habitué dans la société industrielle, d'avoir la couche technologique, puis la couche économique, puis la société, puis la culture. On aurait une vision un petit peu différente dans laquelle la technologie pourrait être directement prise en main par des acteurs sociaux. Alors ça, c'est un changement même assez important, et c'est un changement qui a une signification tout de même assez particulière, parce que ça fait penser, vous voyez, peut-être que celui-là, vous ne l'aviez pas cité encore, ça fait penser à ce que dit Ulrich Beck, qu'il oppose ce qu'on a connu jusqu'à présent, c'est-à-dire la modernité classique, avec un autre type de modernité. Il dit la modernité classique, c'est finalement marqué par le fait qu'on n'a jamais réussi à tellement dissocier le projet de l'économie de marché et le projet du développement personnel. Or, le type de modernité face à laquelle on va être aujourd'hui, ce qu'il appelle la seconde modernité, c'est une modernité dans laquelle on pourra intellectuellement dissocier les choses. Il y a des choses qui auront trait au fonctionnement de l'économie, bon, économie de marché ou pas économie de marché, et des choses qui auront trait au développement personnel. Or, précisément, avec l'Internet, il y a une question de ce type-là qui est posée par les acteurs sociaux. Est-ce que l'on peut agir dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la communication entre les personnes, dans le domaine de l'accès au savoir, dans le domaine de la régulation de l'environnement, dans des domaines très variés, en utilisant la technologie pour le développement humain et le développement des personnes, sans transiter par l'économie? Est-ce que l'architecture même d'Internet, qui met l'intelligence à la périphérie, qui met l'intelligence entre les mains des personnes, est-ce que ce n'est pas l'ébauche un peu d'une modernité nouvelle? Alors bien sûr, rien de tout ceci n'est tranché, hein. Il y a des oppositions, et puis il y a des balanciers. On voit en permanence apparaître des entreprises qui arrivent à capter tout un ensemble de facteurs, de tendances, qui apparaissaient plutôt dans l'atmosphère de l'intelligence répartie pour être à un moment donné la star du net qui capte tous les courants pour créer une position économique forte. Regardez comme dans Google, mais c'est des choses qui sont très temporaires. Google a été le... Est-ce qu'il y a aujourd'hui autour de Facebook quelque chose de différent qui se constitue? Et avec à chaque fois le problème de savoir, est-ce qu'on est dans la dynamique réelle du net ou est-ce qu'on est dans quelque chose qui en est son appropriation marchande? La question qui m'intéresse quand je situe ça, c'est de voir où est-ce que jouent les libertés là-dedans. Est-ce que le combat pour les libertés aujourd'hui est un combat qui est plutôt utilisé par les gens qui portent le projet de l'Internet civilisé et qui veulent plaquer sur Internet la société du 19e et du 20e siècle, c'est-à-dire une société dans laquelle on sait ce que c'est que l'économie, on sait ce que c'est que les droits de propriété, on sait ce que c'est que les personnes, on sait ce que c'est que l'ordre social, ou est-ce que c'est quelque chose qui va être plutôt tiré par les gens qui ont un projet d'émancipation humaine et sociale d'un nouveau type et qui considèrent que Internet, dans son architecture même, qui permet les communications directes de personne à personne, qui privilégie les liaisons de bout en bout, qui combat quelque part les agrégations de trafic et les captages de valeur économique auxquels elles donnent lieu, est-ce que les libertés sont plutôt de ce côté-là? Et ça, c'est pas très évident. Et selon la manière dont les gens parlent de l'enjeu liberté, on est plutôt d'un côté ou plutôt dans l'autre. Moi, je suis plutôt intéressé par le fait de savoir s'il est possible de créer un lien, une alliance, une rencontre entre la problématique des libertés et la problématique plutôt libertaire qui existe sur Internet, plutôt que de relier la problématique des libertés avec la problématique Internet civilisé,
défense de droit de propriété, défense d'un ordre social traditionnel. Voilà, c'est une question qui n'est pas complètement tranchée. Moi, ce qui me semble tout de même dans l'affaire, important de signaler, c'est qu'il y a les catégories juridiques et d'action dans lesquelles les choses ont été posées en France, quand on a parlé d'informatique et de liberté, on a voulu défendre une conception qui était celle des libertés privées et publiques. Et pourtant, le débat, lorsqu'on parle de liberté, est envahi par les catégories américaines qui sont celles de la privacy. Et on dit périodiquement, regardez, je suis sûr que dans les déclarations du G8, il y aura quelque chose dans lequel on parlera de la privacy. Ça, c'est une catégorie américaine qui est tout à fait différente de ce qu'on a voulu faire en France en matière d'informatique et de liberté. Et ce qui me semblerait intéressant, c'est qu'on retrouve la veine d'informatique et de liberté dans laquelle on considère que l'essentiel, c'est les libertés publiques. L'essentiel, c'est de créer dans la société l'espace de pouvoir avoir des libertés publiques, des libertés d'expression, des libertés des idées, des libertés de manifestation, des libertés de prise de position, des libertés d'action publique. Et que, de ce point de vue-là, je pense qu'il faut essayer de prendre au mot l'idée qui est défendue à l'heure actuelle, je suis sûr que ça sera aussi présent dans la déclaration des chefs d'État. Il faut prendre au mot les déclarations qui consistent à dire, quand on voit ce qui s'est passé en Tunisie, quand on voit ce qui s'est passé en Égypte ou autre, il faut soutenir la possibilité d'utiliser Internet pour les libertés publiques. Il faut le prendre au mot, mais de dire, attention, mais ça, il faut l'appliquer, il faut être cohérent, il faut l'appliquer complètement dans les pays du Nord. Ce que l'on connaît à l'heure actuelle, par exemple en France, où les fournisseurs d'accès à Internet ont l'obligation de conserver les données de log, les données de connexion à Internet, admettez qu'il y ait une loi de ce type-là en Syrie. On considérait que c'est absolument révoltant. Et on se battrait contre ça. Mais il faut se battre contre ça en France également. Et il faut considérer que c'est le même type de problème. Donc il y a un problème de cohérence. Mais après, il y a surtout un problème d'expliciter quelles sont les conditions d'exercice des libertés publiques aujourd'hui. Si on veut qu'on ait des libertés publiques, si on veut que les gens aient une liberté d'opinion, une liberté de contact, etc., ça suppose qu'il y ait des types de situations où on protège leur anonymat, où on protège leur confidentialité, mais pas seulement quand ils s'expriment sur le plan politique, mais également lorsque, par exemple, ils font une recherche intellectuelle, lorsqu'ils utilisent des outils de recherche pour essayer de se clarifier des questions intellectuellement, lorsqu'ils achètent un certain nombre de biens, ou lorsqu'ils voyagent de telle ou telle manière. Bref, toutes les implications dans la vie quotidienne de cette espèce de condition de liberté dans laquelle on doit être, si on veut être dans une atmosphère de liberté publique. Et ça, je pense qu'il y a un travail à faire, qui est un travail qui consiste à essayer de reprendre par le bon bout les questions de liberté, pour les faire pencher du bon côté, c'est-à-dire refuser absolument d'en parler en termes de privacy, de refuser d'en parler en termes de défense de la simple intimité du cocon, comme vous le disiez tout à l'heure, mais d'en parler du point de vue des conditions d'une société démocratique dans laquelle il y a un débat, dans lequel on peut s'engager, prendre position, sans être pour autant dans la crainte de pouvoir exprimer ses idées. Donc voilà ce que je voulais vous apporter comme éclairage. Je suis sûr que ça rentrera d'une manière ou d'une autre en écho avec des thèmes que vous avez abordés aujourd'hui sur l'électronique ambiante. Merci beaucoup. Moi, je suis très heureuse de cette perspective que tu viens de décrire. À Vivagora, il se fait que depuis pas mal de mois, nous demandons si le référentiel qui a été le référentiel de liberté dans les années 70 avec la CNIL reste valide. C'est-à-dire que si on veut véritablement poser le problème de sortir du marchand, et ça a été très bien développé par Laurent Gilles tout à l'heure, sur la question de y a-t-il un Internet qui peut justement se développer en se prémunissant d'un certain nombre d'accaparements. C'est peut-être pas la liberté qui peut être le vrai point de focalisation ou de repère. Est-ce que ce serait pas quelque chose qui tournerait autour de l'utilité?
et de l'utilitarisme, de la question du don, etc. Moi, je voudrais juste peut-être avoir une idée là-dessus, parce qu'à Vivagora, nous tournons autour de cette idée. N'y aurait-il pas une nécessité de mettre en place une commission nationale d'utilité des technologies? Alors, moi, je crois dans la vie de plus en plus, je crois aux alliances. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une notion. Aujourd'hui, le débat politique, il s'organise autour des questions d'Internet, d'électronique, de numérique. Il s'organise, je crois, dans l'opposition que j'indiquais, entre ce qu'on peut appeler le projet de l'Internet civilisé, c'est-à-dire le projet de l'Internet marchand, le projet de dire, pour maximiser les impacts des technologies sur l'économie et la société, l'essentiel c'est de transiter par la croissance, d'avoir des entreprises qui puissent capter la valeur, qui puissent se mesurer dans de la valeur ajoutée appropriable sur le marché, d'un côté. Et de l'autre côté, des gens qui disent non, l'essentiel de l'efficacité, elle provient lorsque l'on utilise Internet pour ce qu'il est, c'est-à-dire une architecture de bout en bout qui permet aux personnes de communiquer entre elles. Et par exemple, je trouve tout le débat sur les problèmes de la recherche à l'heure actuelle, tout ce qui a été lié à la mise au point du dernier algorithme par Google, le fait de voir Google à l'heure actuelle en train d'être freiné dans l'efficacité de ses moteurs de recherche par l'apparition de fermes de contenu qui remontent du contenu de très peu d'intérêt lorsqu'on procède à une recherche Google, il y a une sorte de contradiction d'un système économique marchand qui utilise le monde d'Internet. Et quand apparaît à côté de ça des techniques qui consistent à s'appuyer sur les réseaux sociaux pour faire intervenir les personnes dans la recherche des bonnes solutions pertinentes à des questions qui sont posées par telle ou telle personne, il y a une sorte de compétition entre une vision algorithmico-marchande et une vision humaine et purement Internet. On a beaucoup de cas de figure de ce genre dans lesquels les choses se jouent et beaucoup d'oppositions qui sont liées à tout cela. Les droits de propriété en font partie. Ça fait partie des seules questions sur lesquelles les gens ont été capables de s'engueuler dans le IG8 Forum, les droits de propriété. Bon. Donc, très certainement, lorsque vous parlez du don, vous essayez de voir est-ce que je peux trouver, est-ce que tu essayes de voir, est-ce qu'on peut relier d'une manière ou d'une autre une approche par rapport au gratuit, par rapport à, etc. Oui, c'est la recherche d'un vocabulaire. Dans cette opposition-là, il y a une opposition aujourd'hui très certaine qui fait que on n'est pas uniquement dans le domaine des bonnes intentions, il y a de fait, et ça c'est un élément nouveau, c'est certainement très important, une technologie dont l'architecture ne suppose pas la médiation par l'économie pour réaliser des choses relativement élaborées à impact sociétal fort. Ça ne transite pas forcément par l'économie marchande. Ça utilise des économies marchandes, et ça ne transite pas forcément entièrement autour de ça. Ça, c'est une opposition extrêmement forte. Mais la question des libertés, elle se pose tout de même. Elle se pose tout de même de façon très importante. Quand on voit la perspective de l'univers hyper contrôlé dans lequel on peut être, hyper tracé, il y a bien sûr une question de liberté qui se pose. Et le problème, c'est de savoir comment on la pose. Est-ce qu'on la pose d'une façon qui va renforcer l'appareillage intellectuel de gens qui disent, finalement, la liberté, ça repose avant tout, c'est un attribut d'un système qui est constitué autour de l'homo economicus, de l'homme de marché, de l'homme qui intervient, de l'individu de marché. Est-ce que la liberté, c'est ça? Ou est-ce que la liberté, c'est avant tout quelque chose qui repose sur les gens qui ont des utopies, qui veulent les réaliser, qui veulent transformer le monde et qui veulent avoir l'audace de s'organiser pour agir? C'est pas la même liberté dont on parle. Et je pense que c'est extrêmement important à l'heure actuelle de ne pas laisser le débat des libertés être enferré par tout un langage à dominante privacy qui l'attire vers un monde dans lequel, finalement, le combat des libertés serait un combat de plus, dans le même esprit que le combat Adopi ou que le combat de ce type-là, pour maintenir l'ordre juridique d'une société qui est aujourd'hui dépassée. Je pense que c'est important d'essayer d'amener le combat des libertés du côté d'une société plus ouverte qui est celle de demain, dans laquelle les notions de don, d'utilité, d'utilité, justement, qui ne sont pas utilitaristes comme vision,
que tu voulais esquisser.